de vous assurer un job sympa, hein. Ça a toujours été le cas, mais encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Et puis, il faut bien voir aussi que quand on se lance, on a entendu parler pas mal de passion ce soir, on a la chance de vivre quelque chose qui est absolument exceptionnel par opposition à aller bosser pour quelqu'un dont vous partagez pas forcément les mêmes idées. Alors moi j'ai eu cette chance unique, très jeune, d'avoir une bourse, on va en parler rapidement, et puis de pouvoir vivre une aventure absolument fantastique, qui est à la fois la plus brutale, parce que le monde de l'informatique industrielle, c'est un monde dramatique, quoi. Le nombre de gens qui sont morts, le nombre de sociétés qui sont nées et qui sont parties, mais c'est aussi le monde le plus merveilleux, parce que chaque jour, vous pouvez réinventer quelque chose de nouveau. On l'a vu à travers Steve Jobs, mais au-delà de Steve Jobs, il y a des tas de gens qui ont créé et recréé. Pensez simplement à des gens comme Sergey ou Larry Page de Google. Il y a à peine 12 ans, ils ont créé leur boîte et aujourd'hui, ils sont au sommet du monde. Pensez à Mark Zuckerberg. En 2005, il n'y avait pas de Facebook. Et aujourd'hui, imaginez que sont ces gens d'inventer, d'écrire une page du futur. Un élément qui est intéressant dans ce qu'on a vécu à travers Steve Jobs, donc tout le monde est devenu maintenant extrêmement sensible, c'est qu'effectivement, le mot passion a été mentionné plusieurs fois. Et Steve Jobs avait dit une chose fantastique, c'est The journey is a reward. En fait, ce n'est pas l'argent que vous allez faire. La bulle Internet des années 2000, ça a mis en évidence que tous les gens qui sont lancés pour faire de l'argent ont quasiment tous perdu, parce qu'avant toute chose, c'est l'aventure, c'est l'expérience que vous allez gagner qui va vous apporter du bonheur jour après jour, même, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'imaginer que j'allais faire faillite le lendemain, eh bien, il y a des tas de choses qu'on ne veut pas vous prendre, cette aventure, cette expérience que vous avez la chance de vivre et que je ne peux que vous encourager à vivre aussi. Et puis, le mot impossible qui a été mentionné aussi avant, j'ai juste pris des notes pendant que on mentionnait, il y a Monsieur Honda, vous savez la firme Honda des voitures, eh bien il disait, moi quand je démarre un nouveau projet, j'engage toujours des ingénieurs qui n'ont jamais fait le même projet avant, parce que ceux qui l'ont déjà fait, ils savent que c'est impossible. Il me faut des gens qui ne savent pas que c'est impossible pour le réaliser. Et dans notre premier petit bureau, qui était un bureau 10 mètres carrés quand on a créé Logitech aux États-Unis, eh bien, il y avait un poster, il y avait deux posters en fait. Un qui était avec des mouettes qui volaient, il disait elles volent parce qu'elles ne savent pas que c'est impossible. Et puis il y en avait un deuxième qui était un petit garçon blond dans un champ de blé qui dépassait à peine, on voyait juste ses cheveux, qui disait I don't know where I'm going, but I am on my way. Et c'est effectivement ce qui était mentionné avant, cette notion d'un peu de passion. On ne sait pas toujours où on va. C'est vrai qu'on apprend à faire des business plans et des tas de choses. Moi, j'ai démarré sans business plan parce que finalement, on n'avait pas de raison de vendre quoi que ce soit. On était des ingénieurs logiciels, software. Logitech veut dire software, logiciel technologique. Mais il y avait ce monde naissant de cette informatique, micro-informatique, qui était tellement fantastique. J'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller à Silicon Valley et étudier et faire un master en informatique là-bas. Et puis, le simple désir de vouloir faire partie de ce monde qui est nouveau, ce monde dans lequel euh, tout était inventé, tout allait se développer, nous a donné l'envie de participer. Et puis une fois qu'on s'est mis dedans, ben, on a trouvé quelque chose à faire. Et finalement, c'est notre petite aventure de la souris, entre autres, qui nous a permis de vivre cette chose absolument fantastique. Alors, je vais vous faire une présentation. C'est pas du tout pour relever le Logitech, etc. Pas du tout de la promotion, bien qu'on soit dans la période de Noël, donc il n'y a jamais de mal à vendre. Mais, et vous voyez, il y a des choses qui sont cool. Non, c'est plus pour donner des points de repère d'une aventure. Je vais aller très rapidement à travers les slides pour vous permettre après, s'il y a un intérêt, de poser une question ou une autre sur ces aventures et ce que l'on a vécu. Alors, on va essayer d'aller, voilà. Donc là, j'ai eu la chance en 76, vous n'étiez pas né, mais c'était le début de la Silicon Valley. Apple venait d'être créé, Microsoft aussi, et la vallée était en feu. Et une chose qui était fantastique aussi, tous les professeurs dans l'université, ou beaucoup d'entre eux, créaient leur propre petite boîte. Donc il y avait cette stimulation, quand j'ai fini mes études, une année après, eh bien, l'envie de participer, de continuer, de ne pas forcément rentrer en Suisse pour ça. Et puis, dans la vie, il faut avoir de la chance, hein, comme on dit, il est mieux vaut better be lucky than smart. Et on a eu de la chance parce qu'il y a un monsieur qui a créé en 1963 ce produit. C'est Doug Engelbart, je ne vais pas revenir sur cette histoire-là, mais c'est un monsieur qui a une histoire fantastique. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que Steve Jobs lui doit aussi tout ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui a inventé les Windows, les concepts de hypertext, l'Internet avant l'heure, la vidéoconférence. Et il a inventé aussi la souris. Et alors nous, en fait, je suis revenu des États-Unis, j'ai rencontré un
un ami d'études là-bas, un Italien. Et ça, c'est aussi important, si on peut le faire à 2 ou à 3 ou à 4, c'est quelque chose qui est fantastique de pouvoir partager sa passion avec quelqu'un, parce que le poids de créer une entreprise, c'est dur, c'est lourd, c'est pas tous les jours facile, et quand on est plusieurs, c'est quand même plus sympa. Alors moi, j'avais la chance d'avoir des beaux-parents qui avaient une ferme. C'est devenu en fait la version suisse du garage californien. En Suisse, on a des fermes avec les vaches. Là-bas, ils ont des garages, mais le résultat est à peu près le même. Dans un petit village qui s'appelle Apple, qui a 800 habitants. C'est la raison pour laquelle ma maman a toujours cru que j'avais créé Apple Computer pendant très longtemps. Et c'est de là qu'on est parti pour conquérir le monde, simplement parce que la souris, vu sa taille étant tellement petit, il fallait l'échelle du monde. Heureusement qu'on avait eu l'occasion d'aller aux États-Unis pour en fait sortir de cette boîte, parce qu'il est clair que la première chose à faire dans la vie de tous les jours, quand on veut créer quelque chose, c'est de sortir de la boîte. Et c'est vrai que cette aventure de Stanford, de la Silicon Valley en feu, nous a donné cette envie de sortir. Alors il faut le faire quand on est jeune comme vous, parce que les Chinois le disent très bien. Ils le disent quand on est jeune, on est ouvert d'esprit et on est étroit de taille. Et puis après, évidemment, c'est l'inverse, ça change. Et c'est beaucoup plus difficile quand on est âgé. Donc, vous avez tout pour vous maintenant pour sortir. Puis nous, comme je vous ai dit, il fallait de la chance. On a eu cette vision, parce que même monsieur qui a inventé la souris, il avait cette vision de l'interface entre les gens et la technologie. Ça s'avérait à l'époque être le PC, mais ça peut aller bien au-delà du PC, comme vous le verrez. Et effectivement, cette vision, elle est restée avec nous toute notre vie et encore aujourd'hui. Alors, ça, cette petite souris qui nous a donné cet ADN, qui était vraiment la pointe de l'iceberg de l'interface entre vous et le monde technologique. On a commencé comme bons ingénieurs, on a fait des produits, on les a développés pour des grands clients qui s'appelaient IBM, qui se sont même appelés Apple d'ailleurs en fait, on va le voir dans une seconde. Et on était protégés parce qu'une souris, ça semble être un élément électronique, ça l'est certainement, mais il y avait beaucoup de logiciels à l'époque, il n'y avait pas du tout ce que vous aviez aujourd'hui, donc il fallait les programmer et ça nous a donné des compétences. Et en fait, c'est en voulant avoir ce rêve, puisqu'on a commencé pendant 2-3 ans à avoir des clients de plus en plus à travers le monde, d'avoir un jour Apple, parce qu'Apple, c'était les seuls qui vendaient un Macintosh avec une souris sur tous leurs ordinateurs. Et donc, on s'est approché d'Apple, on a fait un super produit, un de nos ingénieurs a fait un truc super pour Apple. Et puis finalement, ils ont décidé, ils ont dit, ben, écoutez, on va vous racheter votre développement, puis nous, on va le produire nous-mêmes. On a dit, non, ça jamais. Et puis on a dit, on va aller à Taïwan. Et c'est là, moi, j'avais fait le tour du monde pour chercher un endroit qui soit approprié par rapport à nos capacités. Et là, en fait, les gens d'Apple, en commençant par Steve Jobs, pas en personne à l'époque, n'avaient jamais réussi à aller à Taïwan, mais eux, c'était Singapour. Et donc, c'était un double challenge, d'une part d'aller à Taïwan, et d'autre part de pouvoir satisfaire Apple, ce qui est arrivé. Là, vous voyez, donc en 86, on était jeunes et beaux, on est plus jeunes, mais enfin, toute l'équipe qu'on avait créée. Alors là, ça, c'est imaginez-vous, c'est 86. Ça faisait à peine 5 ans qu'on avait créé notre société. On avait emprunté 200 000 dollars, parce qu'on n'est pas en rond, à une banque suisse du côté de Lausanne. Elle a fait faillite depuis, mais ce n'est pas à cause de nous. Et effectivement, c'était un investissement tout simplement fantastique de découvrir une autre partie du monde. Et là, on se retrouvait à peine à 5 ans d'âge avec la Suisse qui est la base ingénierie, l'Amérique qui est très rapidement devenue la base marketing, parce que c'est là que tout se faisait dans notre domaine, et puis l'Asie pour arriver à produire de manière concurrentielle. Et alors là, après avoir fait des produits pour les autres, on s'est dit un jour, on va faire des produits pour faire rêver les utilisateurs que vous êtes. Et on s'est lancé dans entre guillemets, la grande distribution. Alors ça, c'est les premières publicités, les premiers packaging. Là, ça voulait dire, en ressemblant à Mickey Mouse, la prochaine souris favorite des Américains qu'on vendait sur un petit coupon, parce qu'on n'avait pas de présence dans les canaux, on n'avait rien, où on envoyait carte de crédit, et puis ça s'est vendu. Ça nous a permis d'exploser littéralement. Et si on en est venu avec cette chose-là, c'est parce que pendant beaucoup d'années, moi j'ai été chez Microsoft à Redmond, là-bas au nord de la Californie, pour essayer de vendre à Microsoft une souris, parce que Microsoft en 1983, vous n'étiez toujours pas nés, mais eux avaient commencé à vendre une souris qui n'était pas du tout la leur, avec un logiciel qui s'appelait Word. C'est les tout premiers pas de Word en mai 1983. Et donc moi je me suis dit, finalement nous on couvre bien les grands clients qui vendent des ordinateurs et qui nous achètent des produits. Allons voir si Microsoft, alors j'étais 2-3 fois chez eux, je me suis arrêté, j'ai vu beaucoup de gens là-bas. D'ailleurs, en fait, c'était une longue histoire, mais j'ai eu l'occasion de voir Bill Gates qui a encore écrit sur la carte de sa business card qui je devais aller voir chez Microsoft. Et malheureusement, voyage après voyage, ils copiaient toutes les idées qu'on leur donnait, mais ils continuaient à utiliser le même. Ça, c'est une chose qu'on sait bien chez Microsoft. Et ils ont continué. Alors un jour, on s'est dit, finalement, on a ras-le-bol de se faire piquer les idées, on ne va plus les leur donner, on va se lancer nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on sait, grâce
risques et opportunités, qu'on s'est lancé dans la grande distribution. Et en quelques mois, c'est devenu un chiffre d'affaires énorme pour nous. Alors après, on s'est amusé dans la publicité. C'est sous mon partenaire italien. Ça peut ressembler un peu à Benetton, et c'est ce qu'il avait fait à l'époque. Et puis, quand on a avancé là-dedans, eh bien, on n'était pas du tout dans la fabrication parce qu'on était très jeune, ingénieur plutôt software qu'autre chose, même si on devait fabriquer. On a appris des leçons de la vie. Très rapidement, la vie vous apprend des leçons. Et la première, c'était de dire que l'innovation était importante. Donc en 1991, on a développé la première, vous voyez, l'antenne radio pour une souris sans fil à l'époque. Et puis, de la même manière, on a appris très rapidement les autres choses, puisque j'ai vu qu'il y a pas mal de gens chez vous qui sont en HSC. C'est une très mignonne souris qui était sur le Fortune Magazine en 1991. On était très fiers. Malheureusement, en 4 mois de fabrication, on a créé 4 ans d'inventaire parce qu'il n'y avait pas de marché pour ça, parce que c'était encore pas le moment où il y a des ordinateurs personnels à la maison. On a fait la même chose avec beaucoup d'autres produits. Mais quand même, une satisfaction, c'est que année après année, on a quand même réussi dans la souris. On a un jour, en 2008, réussi à passer 1 milliard de ces petites choses à travers le monde. Et puis, l'innovation est une chose qui reste et qui reste et qui reste. On ne se rend pas compte à quel point c'est essentiel pour survivre. Innover toujours pour tout un chacun, du point de vue design, du point de vue technologique. Euh, et puis aussi là, ça c'est un clavier solaire. On parlait de solaire il y a quelques minutes. Ben oui, même dans ce domaine-là, un clavier solaire qui marche pendant à vie, si j'ose dire, uniquement avec les cellules solaires que vous voyez là. Il se recharge, il est sans fil, plus besoin de batterie. Et puis, de la même manière, cette communication visuelle que l'Internet en ce développement, que la technologie nous a permis d'aborder avec des produits toujours plus novateurs. Dans le domaine de la musique aussi, on sait très bien à l'heure actuelle à quel point c'est important. D'ailleurs, l'iPod a été le premier à nous permettre de voir ça. L'iPad, donc ce mouvement sans cesse nouveau, renouvelé, que le monde technologique nous permet d'aborder avec, j'espère, des produits suffisamment novateurs, la musique Internet. Et puis, au-delà du PC, puisqu'on était souvent confiné au PC, il y a eu effectivement le living room, parce que finalement, chez vous, le téléviseur, c'est la seule chose qui reste encore un peu barjot, qui n'est pas connecté au reste du monde. Eh bien, c'est en train d'arriver, et c'est là aussi qu'on se met maintenant à jouer. Et puis, on se met à jouer, entre autres, sur votre téléviseur, bientôt, vous avez tous Skype sur votre PC, vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être dans des salles de conférence, de la vidéoconférence, mais qui restent extrêmement sérieuses, pas très fans. Eh bien là, maintenant, vous pourrez, dans très peu de temps, faire sur votre téléviseur, avec vos copains, avec votre famille, eh bien, dans votre living room, avec un grand angle, boire un café, alors que l'autre, moi j'ai la chance d'avoir un petit-fils, il est à San Francisco, eh bien, la chance de pouvoir, il prend le café le matin, il déjeune pendant qu'on boit un verre chez nous ici. Donc, c'est un moyen social d'aborder cet univers qui maintenant, pour nous, va du PC jusqu'à la maison digitale. Alors, pour nous, comme vous le voyez, dans ce monde qui a bougé très vite, on a passé d'un univers où on faisait pour tout un chacun, on rendait votre environnement de PC personnel, hein, comme votre stylo Montblanc, comme votre montre. C'est quelque chose qui est personnel, qui définit qui vous êtes. Donc pendant 10 ans, on a eu la chance de pouvoir surfer cette vague, d'innover autour de ce premier point du monde digital dans lequel on est aujourd'hui. Et puis entre-temps, tout s'est développé avec les iPods, ensuite les iPhones, les iPads, etc., jusqu'à maintenant devenir dans le living room. Et donc ça, c'est notre évolution qui en 30 ans, puisqu'on a 30 ans aujourd'hui, il y a à peine un mois, eh bien effectivement a été un challenge constant et permanent. En effet, c'est un monde dans lequel il y a qu'une constante, c'est le changement. Alors, Machiavelli le disait déjà au Moyen Âge, personne n'aime le changement, parce que ça fait mal. Il y a toujours ceux qui savent ce qu'ils vont perdre, donc ils sont résistants, puis ceux qui ne savent pas ou qui pensent qu'ils vont gagner quelque chose, mais il faut encore le prouver. Donc le changement, c'est une chose qui nous fait tous à tous mal. Et pourtant, c'est grâce à ce changement que les choses évoluent. Alors c'est vrai qu'on le mentionnait tout à l'heure, puisque aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de job sûr, donc mon risque est plus faible de me lancer à l'eau moi-même et puis de créer un job, créer une entreprise. Je vous dis, c'est un peu faux comme raisonnement parce que c'est, je dirais, un peu la différence que vous voyez entre la Suisse et Silicon Valley. Et je dirais pas les États-Unis, Silicon Valley. En Suisse, on a quand même une culture où on est risk averse. Hein, on est entouré de banquiers dont le but c'est de protéger. On a toujours peur du lendemain. De l'autre côté, comme c'était des gens qui venaient du Far West, eh bien, c'est des gens qui voient qu'une chose, c'est l'opportunité. Et je pense que c'est toujours une question d'attitude. On peut voir le risque et avoir peur, et on peut voir l'opportunité qui se crée.
Alors imaginez quand on reprend le cas d'un Steve Jobs, quand il revient en 1998, après avoir s'être viré de sa propre boîte pour recréer l'Apple, eh bien, il avait ce premier slogan qui disait Think Different. À San Francisco, sur certains bâtiments, vous aviez un mur complet de cette publicité Pensez différemment. Alors au début, vous dites, bon, bah, c'est Steve, il vient comme... Et quand on voit après tout ce qui s'est fait, et un des éléments qu'on oublie toujours, c'est à quel point la technologie, l'évolution technologique vous donne à vous tous et à nous le risque et l'opportunité. Le risque de perdre. Pensez à des gens comme Sony. En 80, est-ce que certains d'entre vous, le nom Walkman, ça vous dit encore quelque chose? Vous êtes assez vieux pour savoir ça? Voilà, bien. Vos enfants ne le sauront plus, mais Walkman, inventé en 1980 par le CEO de Sony, qui est devenu le CEO de Sony, a été en à peine 5 ans complètement détrôné par le iPod. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, vous aviez comme technologie de l'électronique, Sony, Consumer Electronics, savent faire des choses comme ça. Et d'un autre côté, il y avait un gars qui savait faire l'électronique parce qu'il faisait des PC, mais il y avait deux composantes nouvelles du point de vue technologique. L'une était le logiciel qui a donné lieu à iTunes, et l'autre c'était l'Internet qui vous connectait au monde. Eh bien, ces deux composantes technologiques ont donné à une petite boîte de Silicon Valley un avantage énorme par rapport à Sony qui est resté planté et mort. On parle du point de vue organisationnel. Sony avait aussi des ordinateurs, ils avaient tout organisé en silo, aucune communication. Ils n'ont pas réussi. Mais pensez aussi au téléphone mobile qui était complètement réinventé par Apple et Steve Jobs, où on a passé du téléphone mobile au smartphone. Et là encore, des gens comme Nokia, qui avaient une part de marché énorme dans le monde, se sont retrouvés sans plus être qui que ce soit. Donc le changement en permanence qui se fait, qui est requestionné entre autres par les aspects technologiques, donne ce risque et cette opportunité. C'est intéressant parce qu'en chinois, le mot crise, eh bien, c'est Weiji, c'est deux idéogrammes, l'un voulant dire risque, l'autre voulant dire opportunité. Alors, je peux vous donner qu'un conseil, les risques, on les connaît toujours trop bien. Tous les gens autour de vous vont parler des risques. Alors, s'il vous plaît, rêvez des opportunités, parce qu'il y en a toujours beaucoup, et c'est toujours plus sympa de regarder comme ça. Intéressant aussi, j'ai juste listé le temps qu'il a fallu pour obtenir 50 millions d'utilisateurs d'une technologie nouvelle. 38 ans pour le téléviseur, 1 an et demi pour un iPad. Donc ce monde n'arrête pas de tourner plus vite. Ce qui d'un côté pour vous, c'est une bonne idée, une bonne nouvelle, parce que vous courez plus vite que moi, donc sans aucun doute, vous serez plus rapide à pouvoir prendre ces opportunités nouvelles. Ce sera toujours plus dur pour une société vieille comme la mienne de pouvoir arriver à vous suivre. Enfin, on essaiera quand même de se battre. Un autre élément qui est intéressant, c'est quand on a une société, le monde a changé. Autrefois, on avait les pays par nombre de la population. Aujourd'hui, le plus grand pays dans le monde reste toujours la Chine, suivi de l'Inde, mais ensuite, le plus grand pays pour nous, c'est Facebook, avec 800 millions. Ensuite, vous avez Skype, ensuite vous avez YouTube, puis après, en dernier, vous avez les États-Unis. Donc là encore, ça demande d'un point de vue approche du marché, approche des consommateurs, une vue qui est très différente de ce qu'elle était autrefois. Alors là, j'en viens à un point qui est effectivement pour moi, très cher, comme vous allez le voir, parce que la Chine. J'ai toujours été émerveillé de la Chine. J'ai commencé, comme vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, en 86, aller à Taïwan. Ce n'était pas la Chine, bien sûr, mais c'était quand même les débuts. Et puis, cette Chine, pour moi, elle a été synonyme d'un changement profond dans notre vie, dans la vie de Logitech. On a failli faire faillite en 93-94, et heureusement qu'on avait anticipé, parce que l'autre mot qui est important dans le business, c'est anticiper. On avait anticipé avec Taïwan, parce qu'aller en Chine en 92, c'était quasiment impossible. Certains d'entre vous, combien d'entre vous ont été en Chine récemment voilà. Voilà, il y a encore beaucoup. Ah, quand même quelqu'un. Et alors, on voit la Chine telle qu'elle est. Il y a un endroit à Shanghai qui s'appelle Pudong. Ça vous dit quelque chose, Pudong? L'endroit où il y a l'aéroport actuel. Ben, moi, quand j'étais en 1992, ça veut dire à quel point je suis vieux par rapport à vous, il n'y avait rien. Il n'y avait que des vaches et des fermes. J'ai failli acheter un terrain là-bas, j'aurais peut-être dû, parce que financièrement, ça aurait été seulement très lucratif. Par contre, ça aurait été horrible aujourd'hui d'imaginer de produire des produits au milieu de ces gratte-ciels. En moins de 20 ans, il y a des millions d'arbres qui ont été amenés. Il y a les plus grands hôtels. Il y a cet aéroport de Pudong qui est énorme. Autrefois, c'est l'aéroport qui est maintenant l'aéroport domestique qui est dans Shanghai, qui est maintenant là-bas. C'était une révolution absolument incroyable et tout simplement fantastique. De la même manière, ces changements de ce que j'appellerais de valeur ajoutée. J'ai eu à une époque, en 88, une usine en Suisse. On fabriquait en Suisse, il y a peut-être 60 personnes, c'était petit, mais il y avait quand même. Après, j'ai eu environ 180 personnes en Irlande et 350 personnes aux États-Unis pour produire.
Parce que pendant longtemps, les Européens ont dit, tous les gens qui faisaient des contrats gouvernementaux, ils disaient, on veut bien acheter des produits chez vous, mais il faut qu'ils soient faits en Europe. Jusqu'en 1994-93, où tout d'un coup, le langage a changé du tout au tout, en disant, on veut bien acheter chez vous, mais le prix doit être la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui, comme qui dirait, c'est une équation avec des solutions imaginaires, parce que ce n'était pas possible. Donc on a dû fermer, pour un fondateur, de fermer des usines, on le voit maintenant dans ce qui se passe sur la Riviera avec Novartis et autres, eh bien on peut le faire bien ou on peut le faire mal. Et c'est vrai que ça nous a appris qu'on pouvait faire licencier des gens, et je retourne dans 2 jours, je vais en Irlande, parce qu'on a fermé une usine de 180 personnes, on a pu leur redonner à tous un emploi, on a redémarré, on a gardé les peut-être 7 ou 8 ingénieurs qu'on avait. Aujourd'hui, on a une centaine d'ingénieurs en Irlande, qui sont des gens fantastiques. Tout ça pour dire que ces changements, et la Chine en particulier, pour moi, c'était le synonyme de parfois douleur, mais aussi de survie, parce que ça nous a permis de survivre. Alors effectivement, là, on est entré en 1992, et puis là, on avait créé une nouvelle usine. Et là, c'est impressionnant de voir à quel point ces gens y bossent. Et si moi j'étais vous, c'est l'autre élément, j'apprendrais le chinois. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui parlent le chinois? Ah ah. Alors, le seul moyen, surtout que vous êtes encore jeune, c'est de trouver un partenaire ou une partenaire qui est chinoise, parce que ça aide beaucoup, ça motive aussi beaucoup. Et j'ai toujours voulu, ma femme est là, donc elle sait très bien, on a 3 enfants, et j'ai toujours imaginé et rêvé qu'un de nos enfants épouse une chinoise. Parce que je me suis dit, tiens, un pays aussi prometteur, c'est important d'avoir un membre de la famille qui vienne de là-bas. Ce n'est pas le cas encore maintenant, et je pense que malheureusement, ça se dessine mal. Toujours est-il que ça, c'était la 2e usine, où les gens ont bossé jour et nuit. Les gens ont un dynamisme qui est tout simplement impressionnant. Vous avez la production que l'on connaît. Ça, c'est une image que l'on connaît de la Chine. C'est la Chine, elle produit bon marché, etc. Mais il y a une 2e image qui, pour moi, est absolument fantastique. C'est celle-ci. J'étais en Chine il y a 2 semaines ou 3 semaines, et on a eu une revue de la Chine. Et là, vous voyez dans le slide d'en haut le nombre d'utilisateurs Internet. Et vous voyez que ça fait maintenant déjà beaucoup d'années que la Chine est largement en avance sur les États-Unis. Vous voyez aussi la chose qui est intéressante ici en bas, c'est que les Chinois, eux, ils s'amusent. Et l'utilisation de l'Internet dans des éléments qui sont sérieux, les Américains dominent. Les barres bleues sont les Américains, les barres rouges sont les Chinois. Dans tout ce qui est fun, cool et sympa, c'est les Chinois. Pourquoi? Parce qu'en définitive, ceux qui utilisent en Chine les ordinateurs, c'est des jeunes, puisque les anciens, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur. Alors que dans ma génération, dans le monde ouest, celui où on est là, c'est quand même encore beaucoup les vieux comme moi qui utilisent ça. Il y a beaucoup de jeunes comme vous, c'est vrai, mais la différence est quand même extrêmement significative. Ce qui veut dire aussi pour nous que la Chine, non seulement c'est un pays qui est énorme et qui est grand, mais c'est un pays de jeunes, de gens qui n'ont qu'une envie, c'est de gagner le monde de demain. Et vous ne vous rendez pas, un jour vous vous rappellerez de ce petit moment, le reste ça vaut peut-être pas la peine, mais le petit moment là maintenant, vous vous rappellerez, ce que je disais, c'est que la Chine, d'un point de vue économique, c'est une puissance qui va être tellement gigantesque, énorme. Je vous parlais tout à l'heure de Pudong, où ils ont transporté des millions d'arbres. Ah, évidemment, c'est facile pour eux, parce que quand ils veulent créer quelque chose, ils amènent 1 million de travailleurs qui ne font pas la grève, contrairement à, et qui créent. Et c'est jour et nuit. J'ai vu depuis 1992, tous les 3 mois, je retournais en Chine, jour et nuit avec des projecteurs, ils ont construit. À Nouvel An dernier, pour le Chinese New Year que j'avais pour l'usine, eh bien, on est dans un nouvel hôtel, Kempinski, qui était là. Il y avait plus de 200 arbres centenaires qui avaient été transportés en l'espace à peine d'1 an dans cet hôtel qui était nouveau. Vous n'avez même pas idée du tsunami chinois que vous vivrez dans votre vie. C'est un risque, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Et ceux-là, vous ne pouvez même pas arriver à les défendre. Mais il y a beaucoup d'emplois que vous pouvez créer, parce que c'est un marché tellement énorme. C'est des gens qui ont tellement envie de connaître, de partager ce que vous avez la chance d'avoir, que ça sera éventuellement des clients, si vous allez être malin pour trouver ce que eux, ces gens-là aiment. Alors voilà, ça c'est typiquement les publicités qu'on a maintenant en Chine. Simplement, comme vous voyez, c'est relativement cool et sympa. Et puis ça, on n'est pas seulement à Pékin ou à Shanghai, on est à travers toute la Chine. Et c'est, pour nous, le pays le plus jeune dans l'image de Logitech à travers le monde. Moi, quand je vois ici que je me balade en Europe, j'ai l'impression qu'on est vieux par rapport à ce que j'ai vu il y a 3 semaines chez nous en Chine. Voilà. Je vais passer à la fin, ça va ouvrir le débat rapidement. Je pense qu'il était mentionné avant, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes quand
quand vous vous lancez. Je pense que par-dessus tout, c'est l'aspect de la passion. Alors on en a parlé avant, mais la passion, c'est émotionnel. J'avais l'impression dans les discours qu'il y avait au début que ça restait quand même très, très rationnel, hein. Il faut de la passion, alors j'ai la passion qui est là, il me faut de l'argent. Non. La passion, c'est un truc, c'est comme quand on tombe amoureux, ça ne se calcule pas, ça ne se regarde pas, c'est quelque chose qui, dans vos tripes, vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir. C'est pas que la semaine passe plus vite, c'est que sans ça, vous êtes mal. Et ça, c'est une chose. Alors, je me rappelle parce que relativement jeune, on a une fille, quand elle avait 10, 12 ans, enfin bref, on a eu quelques discussions autour de la table avec ses deux frères. Et puis un soir, avant de se coucher, elle me dit,